Euh, je vais introduire le cinquième panel de ce colloque qui propose une plongée dans les archives judiciaires du féminicide au XIXe siècle. C'est donc maintenant le traitement pénal de ce crime spécifique que nous invite à étudier deux communications. Je rappelle aux participants et aux participantes que vous pouvez poser des questions dans le Framapad, dont le lien se trouve dans le chat. Alors, la première communication nous est proposée par Karine Lambert, dont je précise que le titre de sa com a été modifié. Elle s'intitule maintenant Meurtre d'une artiste du pavé par un équilibriste à Toulon, décembre 1847, anatomie d'un féminicide intime au prisme du genre. Alors, Karine Lambert est maîtresse de conférences en histoire à l'Université de la Côte d'Azur, chercheuse rattachée à l'UMR Telem, responsable de l'équipe Genre-Femmes Méditerranée et vice-présidente du réseau universitaire et scientifique euro-méditerranéen sur les femmes et le genre. Voilà, Karine, je vous donne la parole pour les 20 prochaines minutes. Merci beaucoup, Rémi. Merci également pour l'organisation de ce très beau colloque. Je vais partager mon écran. Je pense que vous le voyez. OK. Et puis, du coup, le fait d'avoir fait un zoom sur cette étude de cas va me permettre de répondre à la question qui était posée sur l'existence de chanteuses de rue. C'est une chanteuse de rue dont il va s'agir pour les 20 prochaines minutes et plus précisément de son meurtre. Le 23 décembre 1847, Clémence Le Bastard, une jeune chanteuse de rue, se rend chez le commissaire de police de Toulon afin d'obtenir l'autorisation de vendre des chansons imprimées. Dans l'après-midi, elle accorde sa guitare et chante quelques airs. Vers 17h, elle se prépare à sortir. Quelques instants plus tard, elle meurt devant de nombreux témoins de 2 profonds coups de couteau assénés dans le dos par Jean Fabre, son ex-amant quitté une semaine plus tôt. Elle est la 2e femme de l'année 1847 à mourir d'homicide conjugal dans le Var et la 13e depuis le début du siècle, si l'on se réfère au dossier judiciaire de la cour d'assises conservé aux archives départementales du Var. Ce chiffre est toutefois considéré avec beaucoup de retenue car n'ont pas laissé de morts accidentelles, les disparitions, les suicides et autres meurtres n'ayant pas été portés à la connaissance de la justice par la clameur publique. Nous pouvons également considérer la possibilité de dossiers égarés ou détruits. Toutefois, le meurtre de l'épouse, ou comme dans le cas de Clémence Le Bastard, de l'ex-compagne, apparaît d'emblée comme ne relevant pas du registre de l'exceptionnalité, mais bien davantage comme un possible dénouement de la relation conjugale. En effet, les archives judiciaires regorgent de procédures où la conjugalité implose sous le poids des rivalités de sexe qui émergent au cœur de l'expérience quotidienne. Si le meurtre de l'épouse met à jour une intimité relationnelle, une histoire de la vie privée, il révèle également les relations interpersonnelles ou les interactions s'exerçant entre l'individu et son groupe d'appartenance. La gestion du féminicide conjugal par la communauté, incarnée par les témoins, les juges, les jurés, éclaire les stratégies du criminel, mais également du groupe et de la société englobante. De même, les scénarios meurtriers exposés dans les procédures judiciaires ne se placent pas en rupture ou en situation de rupture avec le quotidien. Ils se présentent au contraire comme le miroir d'une sociabilité de la proximité et ils puisent dans les comportements quotidiens leur matière. La façon dont les hommes préméditent ou improvisent leurs gestes, leur façon de les expliquer, de justifier ou dénier leurs crimes prend sa source dans des normes partagées par le groupe et dans l'espace qu'ils y occupent. L'acte criminel participe de cette recherche d'une implantation identitaire au sein de la communauté. Ainsi, le maillage des récits qui se déploient à partir de l'homicide de Clémence Le Bastard permet non seulement d'appréhender les fragments du vécu ordinaire intime de sa relation avec Jean Fabre, son meurtrier, mais également de saisir les conditions sociopolitiques qui ont rendu son meurtre possible. Le féminicide conjugal est un crime frontière, à la jonction entre le privé et le public et à la confluence des normes socio-sexuées. L'histoire de Clémence et Jean débute à Orléans en 1842. Clémence vit alors avec sa mère. Ils se perdent de vue durant 2 ans avant de se retrouver à Lyon. Clémence a 14 ans et elle vit désormais avec un musicien ambulant. Néanmoins, elle propose à Jean de l'accompagner le soir lorsqu'elle chante. Jean, âgé de 23 ans, la prend avec lui, dit-il, car il affirme s'être amouraché d'elle. Jean est artiste d'agilité, équilibriste et il fait également des tours de force.
Tous deux vont mener une vie d'errance, comme en témoigne leur entourage tout autant que leur passeport. Ils évoluent dans un monde interlope, flirtant avec les classes dangereuses qui suscitent la méfiance des autorités et un incontestable mépris de classe. Au chemin, ils croisent régulièrement artistes, ouvriers, marchands ambulants, exerçant seuls ou en famille. Ils les retrouvent de loin en loin, au gré de leur pérégrination dans de modestes hôtels garnis qui constituent autant de repères familiers. Ils vivent chichement, parfois au seuil du dénuement. Après 3 ans de concubinage, Jean nourrit le projet d'épouser Clémence en raison, dit-il, de son attachement sincère. Ils sont en général décrits comme vivant en bonne intelligence. Toutefois, l'enquête menée à la suite du meurtre dévoile une union marquée par la dissymétrie des rapports entre Clémence et Jean. La relation de Jean et Clémence est fondée sur le triptyque contrôler, punir, posséder. Tous deux ont été très tôt livrés à eux-mêmes et ils évoluent en dehors des solidarités familiales. Si la mobilité rattachée à l'exercice de leur profession peut rendre difficile la construction de liens pérennes, il n'en demeure pas moins que Jean semble pouvoir compter sur un solide réseau de camarades de son âge ou d'ex-associés soucieux de son sort. Il partage avec eux des moments de détente agrémentés d'alcool et de chant, pour certains obscènes, caractéristiques des sociabilités viriles de ce milieu social. Du côté de Clémence, la solitude est le lot quotidien. En effet, cette jeune femme de 17 ans vit dans un monde très majoritairement fréquenté par de jeunes hommes célibataires et des familles. De fait, son sexe, tout autant que son âge, constitue des freins à l'établissement de liens de camaraderie. Et l'attitude de son amant aggrave encore son isolement. En effet, lorsqu'elle sort chanter le soir, Jean l'accompagne pour surveiller ses rencontres et peut-être également pour la protéger d'une agression ou d'un vol. À 2 reprises au moins, elle a néanmoins à subir ses reproches et violences, car elle lui a désobéi. La première fois en parlant et en buvant avec un monsieur, et la seconde fois en échangeant des confidences avec une femme. Ce souci de contrôler Clémence, en la coupant de toute possibilité d'interaction sociale, est établi par les faits, le comportement et le discours de Jean. Autre élément, le couple fait bourse commune, mais Jean en est le seul gestionnaire et le gardien. La mainmise sur l'argent du couple est un autre outil de l'emprise exercée sur Clémence. Et pour davantage encore marquer son pouvoir, Jean va en user avec brutalité. Leur histoire conjugale, selon des témoignages convergents, est émaillée de violences, et celles-ci sont bien antérieures à leur arrivée à Toulon. Le caractère brutal et possessif de Jean semble ancien. On note qu'en septembre 1847, il a brisé la guitare de Clémence. Un témoin confie l'a traité assez mal, quand un autre indique qu'il avait failli la terrasser d'un soufflet. Le domestique de l'auberge toulonnaise dans laquelle il réside atteste les menaces de Jean. Celui-ci aurait dit à Clémence: « Quand nous serons dans la chambre, je t'arrangerai comme il faut. » Il impose donc sa domination en contrôlant les faits et gestes de son amante, ses déplacements, en lui choisissant ses vêtements, en l'empêchant de nouer toute relation et en la frappant le plus souvent hors de tout regard extérieur. Mais reste à articuler l'implantation de l'acte criminel au sein de cette configuration et avec cette configuration dissymétrique des rapports de sexe. En effet, le meurtre n'apparaît pas plutôt comme s'inscrivant dans la suite logique ou comme le point terminal de violence allant crescendo. En effet, ce féminicide intervient à la suite d'une rupture dans cette dynamique de pouvoir qui va se dérouler en 3 temps. Jean va d'abord perdre son contrôle coercitif, puis Clémence le quitte, ce qui rend à symétriser leur rapport, et enfin vont survenir la rivalité virile et la dépossession. Alors, si on s'attache d'abord sur la perte de contrôle. Cette perte de contrôle de Jean va arriver de manière extrêmement fortuite en raison de la dégradation de son état de santé. En effet, il ne peut plus exercer son activité professionnelle de manière régulière. À Toulon, par exemple, craignant de prendre froid, il renonce à suivre Clémence dans ses tours de chant. De facto, sa surveillance se relâche. En se dérobant à son regard, elle échappe déjà un peu à son emprise. Par ailleurs, depuis plusieurs semaines, ces dernières assurent leur train de vie quotidien. Un témoin signale: c'est au travail de la fille Le Bastard qu'il doit de pouvoir se soigner. Un autre ajoute: Clémence s'imposait certaines privations pour lui donner les moyens de se nourrir d'une manière plus substantielle à cause de son état de maladie. La perte, non seulement du gain de l'argent, mais de la maîtrise de l'argent, touche un point sensible de l'identité virile de Jean. Dès son premier interrogatoire, précise
Ayant vendu un bien, il contribuait également aux frais du ménage. Reste que la réalité perçue par l'environnement est qu'il vit aux dépens de sa maîtresse. Son orgueil masculin est certainement atteint par son état de dépendance qui contrevient aux normes sociales qui admettent le travail féminin dans les groupes subalternes, mais condamnent l'inactivité masculine. Ainsi, l'enserrement dans lequel il tenait sa maîtresse connaît des failles. Jean est diminué physiquement, en état de dépendance financière, et se sent certainement dévalorisé au regard des normes de genre. Il semble d'ailleurs plus irascible, révélant un état d'intranquillité qui est peut-être à l'origine des diverses fois de faits rapportés par des témoins lors de son séjour à Toulon. Clémence commence donc à lui échapper. Un aidé à intervenir. Clémence va trouver une alliée en la personne de Baptistine. Baptistine est la fille du propriétaire de l'hôtel dans lequel ils vivent. Le sexe, la proximité générationnelle, l'une a 17 ans et l'autre 16, les amènent à se rapprocher, tout autant d'ailleurs que leur solitude respective. Baptistine est orpheline de mère depuis 2 ans et vit avec ses 4 frères et son père, dont elle s'occupe en plus de participer au service de l'hôtel. Toutes deux vont donc se rapprocher et parvenir à se ménager des temps récréatifs. Jean, d'ailleurs, conscient qu'il est en train de perdre sa mainmise, va refuser un soir que Clémence joue aux cartes, fût-ce avec une femme. Il la menace, la frappe, mais rapidement, je cite, elle se hâta d'aller se mettre à côté d'Aquaron fils pour se soustraire à d'autres coups. Antoine Aquaron est un des fils aînés de l'hôtelier, il est âgé de 24 ans, et il rend des visites assez régulières à son père et à sa fratrie. Clémence, opportunément, va se placer désormais sous sa protection et sait par ailleurs pouvoir compter sur la présence de Baptistine. Cette dernière, aidée de son frère, va mettre Clémence à l'abri des représailles de Jean en lui offrant de partager désormais sa chambre. Dès le lendemain de cette partie de cartes, qui représente vraiment un tournant dans l'histoire, Clémence est décidée à mettre à profit cette opportunité. Elle met un terme au concubinage avec Jean. Accompagnée de Baptistine, elle va trouver le commissaire de police et lui expose les sévices graves que lui fait subir son amant. En dépit de son récit, le commissaire de police met tout en œuvre pour les réconcilier, préférant certainement la savoir en concubinage que susceptible par son célibat et ses yeux bleus de rompre l'harmonie des familles. Clémence refuse cette offre de réconciliation. L'officier de police acte alors la séparation de corps et de biens. Jean résiste, tente de retenir sa maîtresse, et humilié, il refuse de partager le pécule de 110 francs accumulé. Il ne rend à Clémence que des cahiers de chansons et quelques hardes de peu de valeur. En effet, il la soupçonne de détenir de l'argent caché. Autant d'éléments qui laissent présumer que Jean Fabre a déjà le sentiment d'avoir perdu un peu de son contrôle sur Clémence. Nous sommes le mercredi 15 décembre 1847. Durant les jours qui vont suivre, Clémence, Baptistine et Antoine Aquaron vont progressivement se rapprocher. Clémence vaut mais également un refuge ou être hors de portée de Jean. On l'éloigne de lui, ce qui témoigne de la réalité de la menace. Elle quitte d'ailleurs Toulon le lendemain de l'officialisation de la rupture pour passer une journée à la campagne avec Baptistine et Antoine. Ce dernier l'accompagne un soir lors de son tour de chant avec un air de bœuf afin de les protéger d'éventuelles représailles de Jean. Je passe rapidement, mais Clémence va répondre favorablement à la proposition de mariage que formule Antoine, et ce en dépit de l'opposition du père d'Antoine. En effet, le père Aquaron, fabricant d'huile devenu hôtelier, préoccupé par son ascension sociale, tout autant que par sa réputation, juge l'union de Clémence avec son fils mal assortie. À ses yeux, son fils mérite bien mieux qu'une artiste du pavé à la réputation entachée par son passif sexuel. Concernant Clémence, nous ne disposons que de ténus indices sur son état d'esprit. Selon certains témoins, en dépit de sa séparation, elle montre de l'émotion, par exemple, lorsque Jean fait un malaise. Toutefois, on peut présumer qu'elle le quitte sans regret, car selon les confidences faites à son amie Baptistine, elle dit qu'ayant un mauvais caractère, elle n'avait pas pu s'attacher à lui.
Par ailleurs, la perspective réconfortante d'une avantageuse union et d'un avenir plus stable avec un héritier relativement bien doté la rassure vraisemblablement. Ainsi, Clémence prouve sa capacité à identifier, saisir et faire fructifier les opportunités qui se présentent à elle. Elle semble avoir quitté son précédent compagnon pour Jean de sa propre initiative, comme elle a choisi de quitter Jean pour Antoine. Elle use de tactique au sens de certeaux, dont je vous ai mis ici la définition. En effet, il n'est pas envisageable pour Clémence de demeurer célibataire. Une jeune femme seule, sur les routes ou dans les hôtels majoritairement fréquentés par de jeunes hommes célibataires, constitue une prise de risque trop importante. C'est pour ça qu'on peut supposer que Clémence a supporté les coups en attendant une occasion favorable pour remplacer Jean. Il n'en demeure pas moins qu'après leur séparation, elle vit dans la crainte. Le domestique de l'auberge confirme au juge. Clémence paraissait avoir la prévision de ce qui allait lui arriver. On peut donc penser que cette jeune fille de 17 ans intègre le risque de mourir pour avoir quitté son amant et le gère en se plaçant sous la protection d'Antoine et en sachant compter sur l'entre-Jean de Baptistine. Jean, de son côté, refuse de se laisser déposséder. Il tente de provoquer Antoine, son rival, dans un duel au pistolet. Antoine décline, arguant de la santé fragile de Jean et de l'inégalité de leurs forces. Nouvelle humiliation pour ce dernier, qui néanmoins va user de divers stratagèmes pour reprendre Clémence. Il n'a de cesse, durant la semaine qui va de leur séparation devant le commissaire de police jusqu'au meurtre de Clémence, il n'a de cesse durant donc cette semaine que de la harceler ou d'envoyer de complaisants émissaires afin de la ramener à lui, et ce, au mépris de la volonté affichée de son ex-maîtresse de le quitter. Chaque rebuffade de Clémence l'exaspère davantage. Lors de sa dernière tentative pour la convaincre, outre ses promesses de bien se conduire à son égard, de se livrer au travail dès qu'il le pourrait, il lui offre de tout lui pardonner, et je cite, d'oublier ses fautes si toutefois elle en avait commises. En renversant ainsi la charge et les responsabilités, se positionne en victime remplie de mansuétude. Jean est totalement autocentré. Il se considère comme la proie d'une insupportable spoliation qui, notons-le, s'accompagne également de la privation de sa seule source de revenus. Durant cette semaine, Jean va osciller entre divers états. La colère, le chagrin, la frustration. Divers témoins décrivent son état d'agitation. Il marche en toussant, change d'avis sans cesse, incapable de se concentrer quand ses camarades lui proposent de quitter Toulon ou d'embrasser un métier plus en adéquation avec sa santé fragile. Il fait un malaise, décrit comme une crise nerveuse, vraisemblablement en lien avec son extrême tension, aggravée par son excessive et régulière consommation de vin chaud et de liqueur. Totalement déstabilisé, Jean dit durant le procès, « Je ne savais pas où j'étais ». Toutefois, il envisage de supprimer Clémence en prenant conscience que non seulement elle lui échappe définitivement, mais que cette séparation s'effectue au profit d'un autre. À la perte s'ajoute donc la jalousie et l'humiliation d'être désappropriée et une profonde atteinte à son honneur viril. Il suppute par ailleurs des relations intimes entre Clémence et Antoine, relations que l'enquête judiciaire tente à démentir. La possibilité de tuer Clémence s'inscrit d'abord dans ses menaces de mort régulièrement proférées et confiées à certains de ses proches. D'avertissement, elles deviennent programmatiques. La mort apparaît comme la seule réparation envisageable et la seule solution pour calmer ce qu'on pourrait qualifier d'un état de souffrance psychique dû à sa totale incapacité à saisir à saisir une situation qui échappe à son cadre de pensée. Jean n'attribue jamais à Clémence une quelconque capacité d'agir. Il l'objective. De son point de vue, elle n'a d'ailleurs aucune raison de le quitter, car il lui paraît qu'il a agi en conformité avec les normes de la conjugalité. Donc, elle ne peut qu'être manipulée par les enfants de son logeur, Antoine et Baptistine, Baptistine d'ailleurs qu'il qualifie de maquerelle. Il lui paraît donc inconcevable que quiconque s'approprie sa femme, alors même qu'elle n'a de cesse de démontrer sa volonté de se séparer de lui, séparation actée officiellement. La veille du meurtre, il parcourt Toulon afin d'acheter une arme avec 2 camarades. Il penche d'abord pour un pistolet avant de jeter son dévolu sur, je cite, un énorme poignard avec une lame de 20 cm effilée avec un tire-bouchon au bout. Le 23 décembre, il presse une nouvelle fois Clémence de revenir avec lui. Elle refuse. Il la tue.
Ce geste meurtrier va donner lieu à de nombreuses variations dans les interrogatoires de Jean. Sentiment d'injustice versus jalousie, exaspération, colère versus attachement amoureux. Toutefois, ce féminicide est clairement et avant tout un drame de la possession et de la domination masculine. Jean d'ailleurs l'exprime avec une désarmante lucidité. Je n'avais d'autre motif de la tuer que celui de l'empêcher de vivre avec d'autres après avoir passé 3 ans avec moi. On peut dire qu'il a gagné son duel avec Antoine, dont il a profité de l'absence pour commettre le meurtre. En effet, Jean reste à jamais le seul maître de la destinée de Clémence et rétablit son hégémonie virile face à son concurrent. Et s'il affirme au juge qu'il avait l'intention de se suicider après avoir tué Clémence, projet qui est d'ailleurs confirmé par certains témoins, n'est-ce pas une autre manière de démontrer qu'il était la victime d'une Clémence manipulée par Baptistine et Antoine? Avant de conclure, reste à nous interroger sur le possible rôle joué par les témoins du délitement de la relation entre Clémence et Jean. La possibilité du meurtre de Clémence a été envisagée par certains, encouragée par d'autres. Un camarade de Jean, ainsi qu'un couple avec lequel il fut associé, ont cherché à le détourner de sa trajectoire meurtrière. Toutefois, ils ont raisonné à partir d'une grille de lecture erronée, en considérant de manière très pragmatique qu'en quittant Jean, Clémence menaçait avant tout sa survie économique. Ses heures de paix, ignorant totalement le chagrin affiché par Jean ainsi que ses larmes, tentent essentiellement de calmer sa colère. Il ne mesure pas sa profonde blessure narcissique et que celle-ci l'empêche de surmonter la séparation. Face donc à des propositions inappropriées, Jean poursuit son macabre projet, alimenté par les remarques de ses jeunes compagnons. En effet, non seulement des voyageurs ont nourri sa jalousie en l'engageant à se méfier d'Antoine, mais la procédure judiciaire indique également que plusieurs personnes logées dans l'auberge avaient l'imprudence de dire que si pareille chose leur arrivait, ils tueraient la femme qui les aurait ainsi abandonnés. Le féminicide est donc ici normalisé, ingéré par des normes viriles. L'opinion masculine participe à déterminer la réalité et la gravité de l'offense faite à Jean, qui demande une réparation et une vengeance. L'appropriation des femmes par les hommes constitue un élément fondateur de la virilité dans ce groupe social, constitué pour l'essentiel de jeunes hommes célibataires. Le meurtre de Clémence est à leurs yeux justifié. Nombre d'entre eux expliquent le geste criminel de Jean par le fait que Clémence l'avait abandonné. Jean est donc vu comme une victime. Les jurés, qui relèvent d'un autre groupe social, celui des notables, partagent ce système de pensée. En effet, ils vont, lors de leur délibération, rejeter la préméditation et par là permettre au meurtrier d'éviter la peine de mort. Jean affirme face au juge: l'idée de tuer Clémence ne m'est venue qu'au moment où elle a refusé de venir avec moi, alors que la préméditation est avérée, puisqu'il s'était procuré son arme la veille du crime, qu'il l'avait en main lors de sa dernière entrevue avec Clémence. Jean, ainsi que les jurés, considèrent donc que Clémence doit être tenue en partie ou totalement pour responsable. En effet, si elle avait renoncé à le quitter, il ne l'aurait pas tuée. Jean ajoute en outre, que s'il avait tué Clémence, c'était au fils et à la fille Aquaronne qu'en était la cause. Il est intéressant de relever que les épouses partagent ces arguments excusatoires. Elles prouvent ainsi qu'elles participent pleinement au système patriarcal qui organise la conjugalité. L'idée implicite est qu'il est socialement acceptable, voire légitime, de recourir au meurtre de l'épouse ou de la compagne. En outre, ces femmes considèrent que la responsabilité de la séparation revient à la famille Aquaronne et plus particulièrement à la jeune Baptistine. Non seulement toutes dénient à Clémence une capacité d'agir de son propre chef, mais aucune n'évoque de lien entre les coups, nombreux, subis par Clémence en public et sa décision de quitter Jean. De même, aucune n'évoque la possibilité d'un choix qu'aurait pu faire Clémence de privilégier un parti plus avantageux que ce que représente Jean. Les discours de ces témoins prouvent l'intériorisation des représentations sociales et des pratiques rattachées à ce fonctionnement dissymétrique de la conjugalité, pouvant amener au féminicide. En outre, la production discursive dans la procédure judiciaire construit cette réalité sociale, la renforce et perpétue un fonctionnement viriarcal. Clémence meurt donc car elle a commis une faute, celle d'abandonner son amant avec la complicité d'une autre femme. Son meurtre apparaît comme prévisible.
Elle n'a pas su se préserver du risque encouru en dépit des garde-fous qu'elle avait mis en place. En devenant l'objet d'une rivalité, elle est encore ravalée au statut d'objet. Son meurtrier est non seulement en partie déresponsabilisé par son groupe d'appartenance, mais plus globalement par la société incarnée par l'institution judiciaire. Le féminicide de Clémence devient un crime compréhensible au prisme des normes sociosexuelles largement partagées par les hommes et les femmes. Cette étude de cas démontre la dangerosité de la sphère familiale et conjugale pour les femmes. Ce féminicide prouve que les femmes adhèrent et reproduisent le modèle de fonctionnement dont elles vont mourir. Elles participent donc d'une représentation de la conjugalité où domine l'appropriation des hommes par les femmes et la rivalité masculine, dont le féminicide est un élément accepté. Je vous remercie. Merci beaucoup Karine Lambert pour cette communication passionnante qui interroge, il me semble, le script sociologique du féminicide et qui déplie minutieusement les différentes étapes de ces faits. Alors j'ai une question pour Karine Lambert et je crois qu'elle a été également posée par une participante. Ouais, en fait, on aimerait en savoir un peu plus sur les sources que vous utilisez, que vous mobilisez pour cette étude de cas et qui vous permettent de faire la chronologie, le script des faits de féminicide. Et moi, je voulais savoir si vous identifiez le triptyque contrôler, punir, posséder, si vous l'identifiez en fait dans la majorité des cas que vous étudiez. Alors, je vais répondre à la dernière question. Sur le triptyque, non. J'ai une plus grande variété que cela, qui est liée à la fois, à mon sens, au milieu dans lesquels on se trouve. C'est-à-dire que là, par rapport, ça me permettra aussi de répondre à la deuxième question. C'est-à-dire que là, ce qui est assez extraordinaire et au sens de rare pour cette procédure, c'est que ça se passe sous les yeux de beaucoup de témoins. Or, je travaille essentiellement, dans le département du Var, qui est un département, qui en dehors de la grosse, ville que représente Toulon à ce moment-là, est un département dans lequel il y a beaucoup de féminicides qui se passent dans des lieux très isolés, donc à l'abri de beaucoup de regards. Donc j'ai beaucoup moins de témoins, qui racontent et à mon sens, une plus grande omerta, sur ce qui se passe. C'est-à-dire que là, les témoins donc vont être très disserts finalement sur ce que, ils ont vu, parce qu'il n'y a pas de lien préalable d'intimité en fait avec, ni le coupable ni, la victime et de fait, c'est un procès qui de ce point de vue-là est assez riche, d'autant plus que finalement, il y a eu une sorte de libération de la parole, de Clémence à la suite de sa séparation parce qu'elle va raconter beaucoup de choses à beaucoup de monde et pas simplement à des hommes d'ailleurs, parce qu'à des femmes. Il y a aussi des témoins, masculins qui vont, raconter qu'elle leur avait confié telle ou telle chose, ou qu'ils ont entendu qu'elle disait que, enfin et cetera et cetera. Ça me permet de répondre aussi à une question qui était dans le Framapad. Sur la mobilisation des archives, là, c'est essentiellement donc 7 archives que j'ai mobilisées. Bon, la pandémie n'a pas facilité, le fait de me déplacer pour aller, voir dans d'autres fonds d'archives. Mais j'ai beaucoup travaillé aussi avec, l'état civil, avec, ce que j'avais sous la main, c'est-à-dire les registres de population, enfin, pour essayer de regarder aussi le milieu englobant, dans lequel, elle se trouve. Notamment, j'ai un peu essayé de chercher des choses sur la famille Aquaron, une famille assez intéressante, dans sa trajectoire sociale et par le rôle finalement que joue cette famille, aussi dans cette affaire. J'ai une question pour vous deux, en fait. Alors, les dossiers judiciaires aujourd'hui, ils sont composés à la fois de témoins qui vont déposer sur les faits et puis de témoignages de moralité où on leur demande simplement de parler de l'accusé ou de la victime. Est-ce que c'est le cas dans les dossiers que vous avez étudiés? Est-ce que vous pouvez donner un peu une proportion de ces témoignages, selon qu'ils sont sur les faits ou sur la moralité? Alors, moi je travaille surtout sur la période donc, va de la Révolution française jusqu'en 1848. Alors pour ma part, des témoins en tant que tels qui ne seraient convoqués que pour, avoir un peu une idée de qui était la victime ou l'accusé, j'en ai très peu. Mais dans ce procès-là, j'en ai un, puisqu'en fait, Jean Fabre a un parent au 7e degré, qui, vient témoigner. Il ne sait rien de l'affaire, mais en revanche, il sait tout, du parcours familial de Jean Fabre. Alors bon, j'avais pas le temps de parler de tout, là et ce qui est très intéressant, c'est que Jean Fabre
Et c'est le récit d'une longue, déchéance sociale puisqu'il avait une grand-mère apparemment, qui était bourgeoise, un grand-père, donc qui a épousé cette grand-mère assez, dotée, qui a perdu tout son argent, un père qui a eu maille à partir avec la justice, donc qui raconte en fait tout cela, mais c'est assez rare et en tout cas sur la période, moi, qui me concerne, il y a rarement des témoins qui ne viennent que pour être des témoins d'ambiance ou de moralité et cetera. En tout cas sur ma période, je ne trouve quasiment pas, y compris sur les procédures sur lesquelles, je travaille davantage, c'est-à-dire les femmes, elles-mêmes autrices de violences. En revanche, si je puis me permettre, parfois il y a des témoins volontaires. C'est-à-dire qu'on peut parfois retrouver, des courriers, notamment, des autorités administratives, je pense aux maires par exemple, qui vont, parfois de leur propre chef écrire, pour, raconter telle ou telle partie de la vie ou donner des éléments qui sont souvent d'ailleurs plutôt à décharge, sauf que parfois on trouve, des éléments à charge, j'ai souvenir notamment d'une procédure où il y avait un jeune homme qui avait tendance à courir après beaucoup de jeunes femmes et donc on sent qu'il y a une mobilisation des pairs pour essayer de se débarrasser de ce jeune homme assez définitivement. Donc là, il y a plutôt, un témoignage à charge et donc on peut trouver aussi des témoins volontaires, mais en tout cas qui ne sont pas, sollicités par la justice en tant que telle. Hem, j'ai une question enfin, il y a une question dans le Frama pour Karine Lambert. Alors, est-ce que vous pourriez revenir sur la phrase de conclusion et la développer pour nous éclairer à propos de la construction du discours, la production discursive du système judiciaire qui construit une réalité sociale? Peut-être préciser ça. Oui, ce que je dis, mais je pense que toutes ceux et toutes celles qui travaillent sur l'archive judiciaire, concluent à peu près à la même chose. C'est-à-dire que les discours, à la fois, les variations discursives, qu'on retrouve au moment de l'enquête et qui vont être à un moment donné ramassées, par, le procès en tant que tel, participent à rappeler les fondamentaux, du fonctionnement, social, renforcent la plupart du temps, notamment, les normes socio-sexuées, c'est évident, les normes sociales, par exemple, par rapport à ce que disait Margot précédemment, le mépris social qui est très clairement affiché dans la procédure dont j'ai parlé à l'égard, heu, de ces artistes du pavé. C'est, extrêmement, marqué et ce qui est très intéressant, c'est que de toute façon, comme Margot, je retrouve que des gens, relevant des groupes subalternes, qu'il s'agisse des autrices ou des auteurs, de crimes et donc il y a d'emblée quelque chose qui se joue du point de vue social entre, les juges, les jurés, y compris même les gendarmes et cetera et ceux qui vont être jugés ou ceux qui sont victimes et celles qui sont victimes, en termes de mépris, en termes de mais il y a même une cascade du mépris, c'est-à-dire que parfois, plus on se rapproche de la cour d'assises, plus on sent un regard très dominant, de la part des juges. Là où le juge de paix, connaît souvent bien ses administrés ou en tout cas, est dans une forme de proximité avec les gens, qu'il va interroger. On sent que lorsqu'on arrive à la cour d'assises, le regard est complètement différent. Donc il y a effectivement une production, discursive tout au long de la procédure judiciaire qui vise à mon sens à rappeler, les normes socio-sexuées notamment et les normes sociales également. Merci beaucoup. Bah, je pense qu'on va s'arrêter là. En tout cas, merci à vous 2 pour nous avoir éclairés sur la trame des féminicides, à cette époque-là. On voit bien que ce sont des faits sociaux, hein, puisqu'il y a une grande régularité dans les différentes étapes qui jalonnent ces meurtres, spécifiques.